Bonjour à tous. L'actualité législative et réglementaire sur l'année 2022 n'a pas été particulièrement prolifique. Donc, je propose aujourd'hui de dédier la partie juridique de cette conférence au règlement européen régime pilote et au projet de règlement européen MiCA. Alors, avant d'aborder ces textes, je souhaitais quand même faire un point rapide en ce qui concerne la directive droit des actionnaires révisée, donc la directive SRD2. Puisque le décret d'application de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne du 8 octobre 2021, donc la loi DADU 2, relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, a été publié le 16 juin 2022. Donc on peut considérer enfin aujourd'hui que la directive a été intégralement transposée en droit français. Donc, bien entendu, dans la foulée, l'ESMA a lancé un appel à contribution à la rentrée 2022 pour aider la Commission européenne à élaborer un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de SRD2. Et cette consultation visait à recueillir des renseignements sur la façon dont les participants au marché, donc les intermédiaires et les émetteurs en particulier, perçoivent l'efficacité des dispositions de cette directive. Donc la réponse était attendue pour le 28 novembre 2022. Alors ce qu'il faut retenir de cette consultation, c'est qu'il a notamment été proposé dans cet appel à contribution de définir la notion d'actionnaire au niveau européen et au niveau français, et plus particulièrement au niveau de France Post Marché. Il a été proposé d'écarter à ce stade l'idée d'une définition d'actionnaire au niveau européen, et surtout cette définition est basée sur une approche, on va dire, anglo-saxonne, et donc plutôt on a proposé une autre solution qui serait plutôt de centraliser au niveau européen les définitions de chaque État membre afin de donner une vision globale claire à l'ensemble des parties prenantes. Donc le rapport de l'ESMA devrait être publié durant le deuxième semestre 2023, donc ce sera un sujet à suivre en 2023. Alors maintenant, pour entrer dans le cœur du sujet, en ce qui concerne MiCA et le régime pilote, donc il y a un peu plus de 2 ans, pour rappel, la Commission européenne a publié son paquet financier numérique qui comprenait le projet de règlement sur les marchés des cryptoactifs, donc le règlement MiCA, et le règlement sur les infrastructures de marché basées sur la technologie blockchain. Donc là, on parle du régime pilote. Alors, je vous propose de commencer par le régime pilote. Donc, le 2 juin 2022, le règlement européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie blockchain a été publié au journal officiel de l'Union. Alors, son objectif, c'est d'introduire un cadre réglementaire harmonisé et attractif conciliant marché financier traditionnel et nouvelles technologies s'appuyant sur la technologie blockchain. Donc, on parle ici essentiellement de security token, donc des titres financiers, actions et obligations essentiellement qui sont enregistrés sur une blockchain, et par ailleurs des infrastructures de marché, donc les dépositaires centraux de titres auprès desquels les titres financiers circulent au travers d'un système de règlement livraison. Donc là, on parle par exemple d'Euroclear France, et des entreprises de marché qui gèrent des plateformes de négociation comme Euronext Paris. Donc, pour rappel, en droit français, une ordonnance avait été publiée fin 2017 afin d'autoriser l'utilisation de la technologie blockchain pour l'enregistrement et la transmission de titres financiers. Alors, le dispositif qui avait été mis en place par cette ordonnance avait vocation à s'appliquer aux titres non admis aux opérations d'un dépositaire central de titres, donc à titre expérimental et dans les limites prévues par la réglementation européenne. Alors, on pense bien entendu au règlement CSDR pour les dépositaires centraux et la directive sur les marchés d'instruments financiers pour les bourses. Donc, le régime pilote entrera en application le 23 mars 2023 et s'appliquera pour une durée minimale de 3 ans, au terme de laquelle la Commission européenne devra proposer soit qu'il cesse, soit qu'il soit amendé, soit enfin qu'il soit reconduit pour une nouvelle période de 3 ans. Alors, pourquoi un régime pilote ? Alors, il existait des obstacles de nature juridique en droit européen qui interdisaient le développement de marchés utilisant la technologie blockchain. Donc, les autorités et les acteurs de l'écosystème, notamment français, recommandaient donc la création d'un espace d'expérimentation au niveau européen, de manière à pouvoir tester l'utilisation de la blockchain dans les marchés financiers, ce que vient donc consacrer le règlement régime pilote. Alors, par ailleurs, l'approche de ce règlement est innovante puisqu'il s'agit d'autoriser les infrastructures de marché à déroger à la réglementation de droit commun, sous certaines conditions, bien entendu. Et donc là, le droit européen prouve en cela son adaptabilité en accordant des exemptions à la réglementation financière traditionnelle en vue d'adapter à terme aux innovations technologiques permises par la blockchain.
Alors justement, en parlant de terminologie, le régime pilote utilise le terme de technologie de registre distribué, donc DLT pour Distributed Ledger Technology, pour qualifier la technologie blockchain. Donc la DLT était définie elle-même comme une technologie qui permet d'opérer et d'utiliser des registres distribués, sachant qu'un registre distribué désigne lui-même un stockage d'informations qui tient des registres de transactions et qui est partagé et synchronisé entre un ensemble de nœuds d'un réseau à l'aide d'un mécanisme de consensus. Donc, en évitant toute référence à un type spécifique de blockchain, la définition qui est proposée semble être suffisamment large pour être technologiquement neutre, ce qui laisse donc entrevoir la possibilité d'utiliser des DLT privés comme publics dans le cadre du régime pilote. Alors ensuite, en ce qui concerne les acteurs et les produits, donc on parle tout d'abord des infrastructures DLT. Donc, on parle tout d'abord, donc ils sont donc de trois, on parle tout d'abord des DLT MTF, MTF pour Multilateral Trading Facility, donc un système multilatéral de négociation DLT opéré par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché. Ensuite, on parlera de DLT SS, SS pour Settlement System, donc un système de règlement de livraison de titres DLT opéré par un dépositaire central. Et enfin, on a un troisième acteur, une troisième infrastructure qui, elle, serait nouvelle, les DLT TSS pour Trading and Settlement System, qui lui serait donc un nouvel acteur qui fournirait à la fois des services de négociation et des services de règlement de livraison. Alors, pour ces acteurs, il y aura forcément un plafond, puisqu'on est dans une expérimentation, et la valeur de marché total des instruments financiers dans le cadre du régime pilote ne devront pas excéder un montant de 6 milliards d'euros au moment de leur admission à la négociation ou de leur enregistrement sur l'infrastructure de marché. Alors ensuite, en ce qui concerne les instruments financiers éligibles, alors il s'agit des instruments financiers au sens de la directive MIF 2, les actions, les titres de créance et les parts et actions d'organismes de placement collectif. Et là aussi, de la même manière, chaque émission d'instruments financiers devra respecter des plafonds au moment de leur enregistrement sur l'infrastructure de marché DLT concernée. Donc, les émetteurs d'actions devront avoir une capitalisation boursière inférieure à 500 millions d'euros. Chaque émission d'obligation devra avoir un volume inférieur à 1 milliard d'euros et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilière devront avoir une valeur d'actifs sous gestion inférieure à 500 millions d'euros. Donc, quand on parle bien entendu d'organismes de placement collectif en valeur mobilière, ça signifie que les fonds d'investissement alternatifs, les FIA, seront exclus. Alors, ensuite, en ce qui concerne les exemptions, et là on rentre dans le cœur du régime pilote, je commencerai par les exemptions qui concernent les plateformes de négociation de DLT. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par son statut, un DLT MTF sera soumis à l'ensemble des exigences applicables à un système multilatéral de négociation et devra respecter l'ensemble des dispositions de la directive MIF. Les nouveaux acteurs qui souhaiteront entrer dans le régime pilote devront donc détenir ou demander un agrément d'entreprise d'investissement ou d'opérateur de marché. Alors, certaines exemptions à la directive MIF pourront être accordées au moment de cette demande d'autorisation par l'autorité compétente nationale. Tout d'abord, une dérogation à l'obligation d'intermédiation, puisque l'autorité nationale compétente pourra accorder à un opérateur de DLT MTF la possibilité d'admettre directement comme participants des personnes physiques et morales sous certaines conditions, d'honorabilité de compétences notamment, alors qu'en principe, MIF 2 prévoit une intermédiation obligatoire par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, de manière générale par des intermédiaires financiers. Ensuite, seconde exemption qui concerne la déclaration des transactions. Donc, un opérateur de DLT MTF et ses membres ou participants pourront demander à être exemptés de l'obligation de déclarer à l'autorité compétente les transactions effectuées sur un système multilatéral de négociation. Alors ensuite, les exemptions qui s'appliqueront au système de règlement livraison DLT. Puisque là, un opérateur de système de règlement DLT sera soumis lui aussi aux exigences applicables à un dépositaire central de titres exploitant un système de règlement de livraison conformément au règlement CSDR, sauf si ce dernier demande et obtient des exemptions dans le cadre du régime pilote. Donc, en plus d'une dérogation aux règles de participation équivalentes à celles des plateformes de négociation, nous pouvons citer notamment les exemptions aux règles d'inscription comptable, et en particulier la nécessité d'inscrire en compte titre les security tokens, puisqu'en principe, une blockchain est une suite de transactions qui ne se traduisent pas par des débits et des crédits en compte.
Ensuite, il y aura des exemptions aux règles de discipline de dénouement, puisque un DLTSS pourra également demander à être exempté de l'application des mesures destinées à prévenir et remédier aux défauts de dénouement des transactions. Donc, on parle ici des pénalités des rachats obligatoires, à condition qu'il fasse en sorte de prévenir ou de traiter les éventuels défauts de règlement. Et enfin, je pense que ça, c'est l'exemption la plus importante. On parlera des exemptions aux règles relatives au règlement en espèces en monnaie banque centrale, puisque en principe, les dépositaires centraux doivent assurer le règlement des transactions en monnaie banque centrale dans le système qu'ils opèrent. Donc là, la voie est ainsi ouverte à un basculement des paiements en monnaie banque centrale, donc au travers notamment du système Target 2, vers des règlements effectués en monnaie émise directement sur la blockchain. Donc ces dispositions permettent ainsi d'utiliser la technologie blockchain à la fois pour la circulation des instruments financiers, mais aussi des espèces, qui rend donc possible intégralement les opérations de règlement livraison sur une blockchain. Alors, après, on peut se poser la question de savoir comment la place française se prépare à la mise en œuvre du régime pilote. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, donc là on parle de la loi DADU 3, qui est en cours de discussion au Parlement, vise à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer que le droit national des titres soit cohérent avec le régime européen instauré par le régime pilote. Donc, à noter quand même que la rédaction précédemment proposée de l'article 5, n'ouvrait la possibilité d'utiliser les infrastructures DLT que pour les titres porteurs. Donc les acteurs de la place, dont France Post Marché, ont identifié cette restriction comme inopportune, et donc un amendement a été adopté afin de permettre également l'utilisation de la forme nominative dans le cadre de la mise en œuvre du régime pilote en France. Alors, par ailleurs, et là on parlera ici plutôt des cryptoactifs, un amendement a également été adopté au Sénat en créant un article 5 bis en ce qui concerne l'agrément obligatoire des PSAN non enregistrés au 1er octobre 2023. Donc, pour mémoire, dans le cadre de la loi Pacte de 2019, la France a mis en place un système pionnier pour les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques, appuyé sur un mécanisme à 2 étages, un enregistrement obligatoire pour certains services et un agrément optionnel. Donc, lui, l'enregistrement repose sur des éléments relatifs à l'honorabilité et la compétence des dirigeants et des actionnaires, ainsi que sur la mise en place de dispositifs minimaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Et en revanche, beaucoup plus difficile à obtenir, et jamais obtenu à ce jour, l'agrément tient compte d'éléments beaucoup plus complets sur la situation des actionnaires et du prestataire. Donc situation financière, exigence de fonds propres, état financier, assurance, sécurité des systèmes informatiques, etc. Donc avec cet amendement, il s'agit de prendre en compte la faillite récente de la société FTX, qui a mis en lumière les risques inhérents à tout investissement dans des cryptoactifs, en particulier lorsque la société exerce en dehors de toute régulation, et ce, sans attendre l'entrée en vigueur du règlement MiCA. Alors justement, je vous propose de passer au règlement MiCA. Alors, MiCA, de manière générale, il vise à créer un cadre juridique harmonisé et à combler les lacunes dans la législation existante de l'Union européenne sur les services financiers, et dont le champ d'application s'est avéré insuffisant pour traiter les activités sur les actifs numériques. Donc, ce règlement a vocation à remplacer les cadres nationaux mis en place jusqu'ici par certains États membres de l'Union européenne, dont celui introduit par la loi Pacte dont je parlais juste avant. Donc, le projet de règlement MiCA a été validé par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen le 10 octobre 2022. Donc, ça ouvre la voie à un vote plus large au Parlement européen qui devra avoir lieu début 2023, vraisemblablement plutôt en février. Donc, une fois approuvé formellement par le Parlement et le Conseil, bien sûr, MiCA sera publié au journal officiel de l'Union. Par contre, MiCA prévoit une période transitoire de 18 mois entre la date de sa promulgation et la date de son application. Et donc, par conséquent, on peut considérer que MiCA ne devrait pas rentrer en vigueur avant le second semestre 2024 au plus tôt. Alors, en ce qui concerne les produits et les services, on parlera tout d'abord des cryptoactifs. Donc, les cryptoactifs sont définis par MiCA comme une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit qui peut être transféré et stocké électroniquement en utilisant la DLT ou une technologie similaire. Donc, MiCA classe les cryptoactifs en 3 catégories.
les jetons de monnaie électronique, les EMT pour e-money token. Donc, ce sont des types de cryptoactifs échangeables qui permettent de maintenir une valeur stable, ce qu'on appelle des stablecoins, en faisant référence à la valeur d'une monnaie fiduciaire unique, mais à l'exclusion des monnaies numériques émises par les banques centrales, ou encore par d'autres organisations internationales comme le Fonds monétaire international. Ensuite, nous avons les jetons référencés à un actif, les ART pour Asset Reference Token. Donc, ce sont des jetons qui ne sont pas autrement classés comme des jetons de monnaie électronique et qui prétendent maintenir une valeur stable en faisant référence à une valeur, à un droit ou à une catégorie d'actifs. Et enfin, on a une catégorie balai qui sont tous les autres cryptoactifs et qui comprennent tous les cryptoactifs qui ne relèvent pas des deux catégories précédentes, y compris les utility tokens, et qui sont définis comme des cryptoactifs qui sont uniquement destinés à fournir l'accès à un bien ou à un service fourni par l'émetteur du jeton. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les jetons non fongibles, les NFT, c'est-à-dire des actifs numériques qui représentent des objets réels tels que des œuvres d'art, de la musique ou encore des vidéos, seront exclus du champ d'application du règlement dans la mesure où ces derniers sont uniques et non fongibles. Alors ensuite, en ce qui concerne les services sur les cryptoactifs, donc MiCA établit un cadre réglementaire pour la prestation de services relatifs aux cryptoactifs. Le cadre pour les fournisseurs de services sur cryptoactifs, donc les CASP, c'est largement inspiré des dispositions régissant les prestataires de services d'investissement et les activités connexes dans le cadre 2002. Donc, MiCA classe et réglemente spécifiquement 9 services en relation avec les cryptoactifs. Alors, je ne vais pas tous les lister, puisque, comme je le disais, la plupart d'entre eux sont relativement similaires aux services d'investissement, mais je dirais que 3 services ont été créés dans le cadre de MiCA. Alors, on parle tout d'abord des échanges de cryptoactifs contre des fonds, c'est-à-dire l'achat ou la vente de cryptoactifs en échange de monnaie fiduciaire. Ensuite, on a les échanges de cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs, c'est-à-dire l'achat ou la vente de cryptoactifs en échange d'autres cryptoactifs. Et enfin, on a les prestations de services de transfert de cryptoactifs. Là, ça concerne le transfert de cryptoactifs d'une adresse ou d'un compte de DLT à un autre. Alors ensuite, nous avons l'ensemble des exigences qui seront bien entendu applicables aux prestataires. Il y aura tout d'abord un régime d'autorisation, puisque ces prestataires devront être autorisés dans un État membre de l'Union européenne pour pouvoir exécuter un service sur cryptoactif. Alors, pour être autorisés, ces prestataires devront avoir leur siège social et leur gestion réalisée effectivement dans l'Union européenne. Donc, MiCA dresse une liste relativement longue de renseignements qu'une personne devra fournir lors d'une demande d'autorisation. Alors, ça comprendra un programme d'activité, une description des mécanismes de contrôle interne, une procédure d'évaluation des risques, un plan de continuité et la preuve que le demandeur respecte les garanties prudentielles nécessaires. Donc, ces prestataires seront bien entendu tenus d'agir honnêtement, équitablement et professionnellement dans le meilleur intérêt de leurs clients et de leurs clients potentiels. Et ils seront donc bien entendu obligés de publier leur politique de tarification. Alors, en ce qui concerne les exigences prudentielles, ces prestataires seront tenus d'avoir en place des garanties prudentielles composées à la fois de fonds propres et d'une police d'assurance. Ensuite, en ce qui concerne les exemptions, donc certains prestataires seront exemptés de l'obligation d'être autorisés dans 2 circonstances. La première, lorsque le prestataire est déjà réglementé en vertu de la législation européenne existante en tant qu'établissement de crédit, entreprise d'investissement, notamment. On parlera aussi d'une exemption pour les sociétés de gestion de placement collectif. Et la deuxième exemption concernera une situation de sollicitation inversée lorsque un prestataire qui est établi en dehors de l'Union européenne fournit des services à la demande exclusive d'un client qui, lui, est établi dans l'Union. Et donc, comme d'autres institutions financières réglementées par l'Union européenne, chaque prestataire sera en mesure de fournir des services dans l'ensemble de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme de passeport, ce qui constitue bien entendu un avantage relativement important de ce mécanisme. Alors ensuite, ils auront une exigence de fonds propres en fonction, je dirais, de la famille de services qui est rendue. Donc, les opérateurs de plateformes de négociation de cryptoactifs seront soumis à une exigence minimale de fonds propres de 150 000 €.
tandis que les prestataires qui échangent des cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs ou contre des fonds, ainsi que les fournisseurs de services de conservation seront soumis à une exigence de 125 000 euros, et tous les autres prestataires seront, eux, soumis à une exigence minimale de fonds propres de 50 000 euros. Alors enfin, et bien sûr, ce n'est pas le point le moins important, on parlera de la protection des investisseurs, puisque les prestataires seront tenus de protéger les droits de propriété des clients sur leurs cryptoactifs, en particulier contre leur propre insolvabilité, et donc d'empêcher l'utilisation de cryptoactifs pour leur propre compte. Et de plus, ces prestataires devront détenir tous les fonds reçus de leurs clients dans un établissement de crédit ou une banque centrale. Alors ensuite, on passera aux émetteurs de cryptoactifs. Donc, les émetteurs de cryptoactifs, autres que des stablecoins, donc les EMT en particulier, n'ont pas besoin d'être autorisés par un régulateur local. Ils doivent toutefois publier un livre blanc sur les cryptoactifs et en informer l'autorité compétente locale avant d'offrir les cryptoactifs en public ou de demander l'admission des cryptoactifs sur une plateforme de négociation. Donc, ces émetteurs pourront alors demander, proposer leurs cryptoactifs à travers l'ensemble de l'Union européenne. Donc, comme pour les prospectus dans le contexte d'une offre publique, certaines informations obligatoires relatives à l'émission du cryptoactif devront être publiées. Alors, il existe là également un certain nombre d'exemptions à la publication d'un livre blanc. Je ne vais pas toutes les citer, mais on pensera notamment aux exemptions lorsque l'offre vise moins de 150 personnes ou encore lorsqu'elle s'adresse uniquement à des investisseurs qualifiés. Alors ensuite, il y a certaines exigences qui seront applicables aux émetteurs d'EMT. Donc les EMT, les e-money tokens, ne peuvent être émis que par des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique. Et donc, par conséquent, ils ne nécessitent pas d'autorisation supplémentaire et ces émetteurs devront également se conformer aux exigences relatives au livre blanc. Et enfin, on listera les principales exigences pour les émetteurs d'Asset Reference Token. Donc, ces émetteurs sont soumis à des exigences plus strictes que les émetteurs de MT, car ils sont considérés comme une menace potentielle plus grande pour la stabilité monétaire. Donc, les émetteurs d'ART devront obtenir l'autorisation du régulateur local avant d'offrir les ART au public ou de les faire admettre sur une plateforme de négociation. Et donc, comme pour les prestataires de services sur cryptoactifs, l'autorisation apporte l'avantage du passporting à travers de l'Union européenne. Si un émetteur d'ART obtient une autorisation dans un État membre, cette autorisation sera valide dans l'ensemble de l'Union. Alors là aussi, on a des mesures de protection des actifs de référence, puisque les émetteurs d'ART seront soumis à diverses exigences relatives aux actifs détenus en réserve. Donc, ces actifs devront être séparés du patrimoine de l'émetteur et protégés contre les réclamations de ses créanciers en cas d'insolvabilité. Et enfin, alors en ce qui concerne les abus de marché, donc une grande partie des dispositions du règlement de l'Union sur les abus de marché, qui traite donc de manière générale des comportements abusifs à l'égard des instruments financiers négociés sur une plateforme de négociation, comme les manipulations de cours ou encore l'utilisation d'une information privilégiée, ont également été reportées dans MiCA. Donc, en conséquence, les émetteurs de cryptoactifs seront tenus de publier des informations privilégiées dès que possible. Et les prestataires de services sur cryptoactifs devront également avoir en place des systèmes et des procédures pour surveiller et détecter les abus de marché. Alors, pour finir, je parlerai très rapidement de l'application de MiCA par rapport à la faillite de FTX. Alors, c'est vrai qu'on parle de la faillite de FTX, mais en réalité, il s'agit plutôt d'une mesure équivalente à notre sauvegarde, je dirais, en droit français, puisque la procédure a été placée sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Donc, ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la désorganisation totale de FTX, qui a été révélée, je dirais, à la suite du lancement de la procédure, il ne fait pas de doute que cette faillite, ou en tout cas du moins les défaillances révélées après cette faillite, notamment en termes de fraude, alors qu'elles soient intentionnelles ou non, de mauvaise gouvernance et d'absence de contrôle dans les marchés auraient pu être évitées si MiCA avait été applicable à cet acteur. Donc il est certain que les régulateurs comme l'ESMA ont en tête cette faillite pour rédiger les actes délégués d'application de MiCA. Après, on peut se poser la question de savoir si le règlement MiCA va assez loin. Alors, sans rentrer dans une surrégulation, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déjà ouvert la porte à un règlement MiCA 2 dans son discours devant la commission Econ du
de fin novembre 2022, afin de prendre en compte certaines faiblesses et sujets non couverts par MiCA, tels que les prêts de cryptoactifs, ou encore pour élargir le spectre des cryptoactifs couverts par le règlement MiCA, et donc en particulier les NFT. J'en ai fini pour ma partie. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup, David. Un respect du temps absolu. Je vous en remercie donc. Et tu as été tellement clair que je n'ai pas de questions Ouais, je vois ça. à te transmettre.